Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux pour cette séance exceptionnelle organisée donc avec le service départemental de l'ONAC, la préfecture Occitanie, la préfecture de région. Voilà, je suis ravi d'accueillir monsieur le préfet à cette occasion. Et puis le consulat des États-Unis, et c'est madame Rebecca Neff, conseillère économie à l'ambassade des États-Unis à Paris, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Voilà, une séance organisée donc à l'occasion du centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Grande Guerre. Et quand on a commencé à discuter avec les services de la préfecture et l'ONAC de ce programme, on n'a pas hésité très longtemps en se disant, voilà, il y a un film qui s'impose, Charlot Soldat, avec ce Charlot qui a 4 ans exactement quand le film est tourné, puisque c'est 1918, et la première fois que Charlot apparaît à l'écran, c'est en 1914. Donc vous voyez, il est effectivement lié aussi à cette histoire et à cette Grande Guerre. C'est un film qui bouscule nos représentations de la Grande Guerre et le talent de ce grand comique anglais, qui est Charlie Chaplin, qui réussit à nous faire rire en transformant l'horreur, le cauchemar des tranchées, en une chose incroyable, assez burlesque, une farce assez burlesque. Et ce film aura bien sûr beaucoup de succès auprès des soldats, à la fois les soldats américains, mais aussi des soldats français, les poilus, qui vont rire avec Chaplin, rire quelque part aussi de cette horreur. Alors je suis très heureux, moi, de pouvoir célébrer ce moment avec vous. Vous savez que c'est aussi avec la fin de la guerre que le cinéma américain rentre en France et dans notre culture, et le cinéma américain qui va fortement ensuite influencer à la fois le cinéma européen, le cinéma français, mais aussi, bien évidemment, notre manière de voir les choses, notre manière de vivre, notre culture. C'est évident. On en parlait avec Régis Debray il y a quelques jours ici, avec son livre Civilisation. Donc l'importance aussi de ce cinéma, et puis l'importance aussi de ce grand génie, Chaplin, qui a révolutionné l'art du cinéma. Il ne faut pas oublier que le cinéma est né en 1895 et ce film est tourné en 1918. Donc vous voyez, on est quand même au tout début de l'histoire du cinéma. Le cinéma est encore très jeune quand Chaplin apparaît. Et puis on connaît cette carrière et ce talent ensuite avec tous ces films. Voilà, il reste évidemment l'une des grandes figures de l'histoire du cinéma qu'on continue à interroger, à étudier, et on le fait d'ailleurs aussi ici souvent à la Cinémathèque, autour de grands chefs-d'œuvre qu'on a l'occasion de montrer souvent d'ailleurs aussi en ciné-concert avec la musique de Chaplin, puisque Chaplin a composé aussi la musique de ces films. Voilà, je ne vais pas être plus long sur le film que je vous laisse découvrir. Il sera suivi d'une conférence, comme vous le savez, présentée par Monsieur Thomas, professeur à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Mais voilà, je vais laisser la parole à Madame Neff pour quelques mots à cette occasion, et puis à Monsieur le Préfet pour conclure. Bonsoir, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur de la Cinémathèque, Colonel Schubert, Monsieur Thomas, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi particulièrement de remercier les autorités, bien sûr l'Office national des anciens combattants de la Haute-Garonne et aussi la Cinémathèque qui ont organisé cet événement pour nous donner l'occasion de prendre le temps de nous souvenir. Et je remercie également professeur Jack Thomas, citoyen américain et professeur émérite d'histoire, d'être parmi nous ce soir pour la remarquable présentation à l'entrée des États-Unis dans la Grande Guerre, qui conduira après la projection du film. En 2017, centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, j'ai l'honneur de représenter les États-Unis ce soir. Comme vous savez, notre pays a perdu plus de 500 000 soldats au cours des 2 guerres mondiales. Nombreux d'entre eux sont enterrés en France. Il y a plus de soldats américains enterrés en France que dans n'importe quel autre pays en dehors des États-Unis. Et ce soir, je réfléchis à la longue histoire commune de notre pays, nos 2 pays, et notre amitié indéfectible, basée sur des valeurs partagées
de liberté et bien sûr de la démocratie. Souvent absorbés par la vie quotidienne, nous oublions les sacrifices des générations passées. C'est là toute l'importance de cette saison, de cette année de commémoration. Elle doit consolider notre histoire commune et confirmer notre résolution à nous allier. Je tiens à remercier chacun, vous, nos alliés français, pour le ferveur que vous mettez à préserver la mémoire et à forger des liens durables. La constance des hommages que vous rendez à l'héroïsme de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté me touche. Et je vous souhaite une excellente soirée ce soir. Bien, c'est un grand plaisir que d'être ici ce soir avec vous, Madame la conseillère économique, pour célébrer l'amitié franco-américaine en cette journée de commémoration du centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis. Je remercie Franck Loiret qui nous accueille dans cette maison, qui est une maison bien connue des Toulousains, que je souhaite encore mieux identifier dans la région Occitanie. Et je sais qu'il s'y emploie avec beaucoup d'engagement et je l'en remercie. Après la cérémonie plus solennelle de ce matin au cimetière de Salonique, où certains d'entre vous étaient, aux côtés du consul général des États-Unis d'Amérique, j'avais à cœur d'honorer la mémoire de nos soldats à la Cinémathèque, qui depuis plus de 50 ans, la Cinémathèque, fait vivre la mémoire du cinéma par des cycles thématiques, des rétrospectives ou des festivals, en restaurant également des films, tels en 2006, Verdun, Vision d'histoire de Léon Poirier. Depuis mars 2017, les États-Unis et la France commémorent ensemble le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique aux côtés de la Triple Entente. Preuve de votre engagement, 3 millions d'Américains ont été mobilisés et 2 millions se sont portés volontaires pour combattre avec les Anglais et les Français sous la direction du général Pershing. Notre entraide commune est allée au-delà des hommes, puisque, je le rappelle, dès le début de la guerre, avant même d'entrer en guerre à nos côtés, les Américains nous ont fourni des équipements et des uniformes. Et dès leur entrée en guerre, nous leur avons procuré des canons. Les États-Unis d'Amérique ont payé un lourd tribut, vous l'avez dit, dans cette guerre, qui devait être, malheureusement, ça n'était pas le cas, la der des der. Plus de 126 000 morts, 234 000 blessés et 4 526 Américains portés disparus. Rappelons que la France dénombrera 1 400 000 morts. Par nos commémorations communes, nous transmettons, et c'est heureux qu'il y ait des jeunes dans cette salle, aux jeunes générations l'héritage que nous avons reçu. Depuis mars, nous célébrons l'arrivée en France des Samis, ces soldats de l'espoir. Charlot Soldat, que nous allons voir, traduit l'apprentissage difficile de la guerre que les poilus français, comme Blaise Sandra, découvraient lors de leur permission, ce qui leur apportait rire et fraternité. En fait, notre devoir de mémoire s'inscrit bien dans notre attachement commun au lien entre l'armée et la nation. Nos deux nations, les États-Unis d'Amérique et la France, sont rassemblées autour d'une mémoire partagée, vous la connaissez, qu'il est de notre devoir d'entretenir et de transmettre par diverses initiatives comme celle de ce soir. Dès 1915, bien que pacifiste, Chaplin a su traduire son attachement à l'intervention américaine militaire en Europe. Le film que nous allons voir, entre drôlerie et tragédie, rend compte de l'ampleur des sacrifices exigés des hommes lors de la Grande Guerre. Le tournage de Charlot Soldat, Shoulders Arms, se déroule durant l'été 1918, alors que la guerre n'est pas finie, et il est présenté pour la première fois le 20 octobre 1918, à quelques semaines de l'armistice. Vous allez le voir, nous retrouvons dans ce film quelques-uns des éléments qui tiennent au personnage interprété par Charles Chaplin, art de la débrouille, idéalisme. Soldat dans les tranchées, il délivre une jolie fille et arrête le Kaiser. Mais ce n'est qu'un rêve. Le rire et le rêve permettent d'échapper à une réalité particulièrement violente. Assez naturellement, on rapproche ce film du long métrage
qu'il tourna entre 1938 et 1940 et que vous avez tous en tête, Le Dictateur, où il dénonce les régimes autoritaires d'Hitler et de Mussolini et la marche à la guerre. Découvrons donc ensemble ce soir, grâce à la Cinémathèque de Toulouse, un personnage très populaire parmi les poilus qui rend hommage aux combattants et célèbre les liens entre les États-Unis d'Amérique et la France. Alors, la tâche de succéder à Charlot est un peu difficile. Donc, vous comprendrez que ça va être un peu plus sobre. Alors, vous voyez là le programme que je vous propose pendant, on va voir, une demi-heure, 3/4 d'heure. Si je suis trop long et si vous avez trop faim, vous me signalez et je ferai plus court. Alors, Monsieur le Préfet, Madame la conseillère économique de l'ambassade des États-Unis, Monsieur le directeur de la Cinémathèque, Mesdames et Messieurs de l'ONAC, bonsoir et merci au public d'être venu pour voir cette présentation de Charlot Soldat et cette petite présentation historique. Alors, je vais faire une très courte introduction pour essayer d'abord de situer le contexte dans lequel nous sommes trouvés là au moment où la guerre débute. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous vivons dans le monde, on pourrait dire, de post-1945. Nous avons l'habitude de voir les États-Unis sur de multiples fronts diplomatiques et militaires, de telle sorte que lorsque nous entendons l'actuel président des États-Unis clamer « America First », l'Amérique première, nous avons un peu de mal à imaginer ce que ça implique, du mal à imaginer les États-Unis comme un pays isolationniste, soucieux de son propre bonheur et ses propres intérêts, et se soucier un peu du reste du monde.
là, on verra ce qui se passe dans les années à venir. Mais il faut reconnaître que dans le passé de l'histoire des États-Unis, ce qu'on pourrait appeler l'isolationnisme est un fait de très longue date et de très longue tradition. Cet isolationnisme s'est traduit davantage par rapport aux relations entre les États-Unis et l'Europe que par rapport aux États-Unis et par exemple les Amériques, où les Américains ont longtemps eu un rôle prépondérant et ont pris un rôle prépondérant. Une partie de cette histoire isolationniste vient des tout débuts de l'histoire des États-Unis après la Révolution américaine, quand il y a eu les guerres révolutionnaires et ce qu'on appelle les guerres françaises en Europe, entre l'Angleterre et la France. Et évidemment, les États-Unis étaient au premier rang parce que les deux pays, ils avaient des très fortes relations avec les deux pays par l'aide française de la Révolution au moment de la Révolution, et ensuite le pays colonisateur, l'Angleterre, par l'histoire, la culture, la langue, la religion, etc. Les États-Unis ont développé dans le premier tiers du 19e siècle ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, qui proposait aux Européens de s'occuper de leurs affaires et de ne plus s'immiscer dans les affaires américaines, au sens large, aussi bien l'Amérique du Nord états-unienne que plus au sud. Alors, ça veut dire que pendant une très longue période, jusqu'au début du XXe siècle, des troupes américaines n'avaient jamais mis le pied en Europe et n'avaient jamais combattu sur le sol européen. La Première Guerre mondiale, bien sûr, marque une différence, marque une période où les États-Unis allaient bien sûr être beaucoup plus impliqués dans l'histoire propre de l'Europe. Alors, ce que je voudrais faire rapidement maintenant, c'est d'aborder cette histoire en deux temps. D'abord, le temps de la neutralité et ensuite le temps de l'engagement des États-Unis, notamment l'engagement militaire auprès des alliés de l'entente. Donc, cette première partie de la neutralité à la guerre. Quand la guerre éclate en Europe pendant l'été 1914, quelle est la situation des États-Unis? D'abord, son président, que vous voyez ici, s'appelait Woodrow Wilson, qui était un homme du sud des États-Unis, très anglophile, historien universitaire et, comme on voit là, lanceur de baseball, comme une tradition le veut au début de chaque saison. Alors il faut imaginer la différence. Là, on est en 1916 et ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe au même moment. Wilson était un réformateur dans le domaine économique et social, mais pas dans le domaine racial, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un homme du Sud, profondément. Alors, il est président depuis 1913, depuis le mois de mars 1913. Il préside sur un pays qui, en 1914, comptait à peu près 92 millions d'habitants, donc c'était quand même beaucoup plus que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, moins que la Russie. Cette population était le fruit d'une forte croissance naturelle de la population américaine, mais aussi de très grandes vagues d'immigration. Depuis 1870, les Américains ont accueilli 5 millions d'Allemands, 4 millions et demi d'Irlandais, 3 millions et demi d'Anglais, 2 millions de Juifs, 2 millions d'Italiens, etc., etc. C'est un pays ethniquement extrêmement divers et bien sûr ayant des habitudes culturelles, historiques assez différentes. Et une des questions qui se posait, c'est comment cette population allemande, que l'on voit ici sur la carte américaine, qui montre les personnes nées en Allemagne ou dont les parents sont nés en Allemagne ou l'implantation. Et on voit que la population d'origine germanique est très importante sur de très larges portions des États-Unis. Et évidemment, ces populations ne sont pas a priori prêtes à aller en guerre contre l'Allemagne. Et les Irlandais,
très nombreuses plutôt sur la côte Est, ne sont pas très pro-britanniques à cette époque. Donc la question de leur loyauté se pose. Et on n'a pas eu encore le temps, en 1914, de la tester. Les États-Unis sont un pays aussi manufacturier, devenu la première puissance manufacturière du monde à ce moment-là. C'est une grande producteur de denrées agricoles, le blé, le maïs, le bétail et le coton, qui sont déjà, qui prennent d'habitude le chemin vers l'Europe pour ravitailler les usines européennes avant la guerre. Les États-Unis sont devenus, au début du XXe siècle, un pays impérial aussi, suite à la dislocation de l'Empire espagnol, ce qu'il en restait. Et donc, les États-Unis sont présents à Cuba, Puerto Rico, les îles Philippines, etc. Et donc, mais c'est une colonie, un empire qui ne se dit pas empire. Pour l'instant, ce n'est pas dans la logique américaine. En revanche, en 1914, les États-Unis sont une petite puissance militaire. Ils ont une armée qui est ridiculement petite, c'est à peine 200 000 personnes, 200 000 hommes. La marine américaine est un peu plus, la flotte est un peu plus puissante, mais en fait, les États-Unis ont globalement délégué la défense de l'Atlantique et les côtes atlantiques des États-Unis à la flotte royale britannique. Et donc, leur marine est plutôt une marine qui est dans les Antilles et dans le Pacifique, etc. Alors, quand les États-Unis entendent la nouvelle de la déclaration de guerre en Europe en été 1914, quelle est la réaction? Alors, cette réaction, il faut passer un peu par la petite histoire pour la comprendre. Le président Wilson est à ce moment-là en train de perdre sa femme. Elle est atteinte d'une grave maladie et le 6 août, elle meurt. Donc on est juste quelques jours après la déclaration de guerre. Et Wilson, qui était très attaché à sa femme, était plongé et allait rester plongé pendant plusieurs mois dans une forme de dépression qui fait que ses relations avec son équipe, avec son cabinet ministériel, etc., sont un peu compliquées, et on peut dire qu'il y a une période de flottement et d'indécision qui règne à la Maison-Blanche. Dans son gouvernement, les principaux ministres sont partagés. Il y a des pacifistes, dont son secrétaire d'État, William Jennings Bryan, est un pacifiste profondément. Il ne croit pas à la guerre, il ne veut pas la guerre. Et ensuite, il a d'autres ministres, d'autres membres du cabinet qui sont beaucoup plus anglophiles et qui sont beaucoup plus proches des intérêts économiques et qui imaginent qu'un jour ou l'autre, il faudra choisir. Le 3 août, Wilson tient une conférence de presse, donc c'est juste avant la mort de son épouse, et il déclare « Je voudrais avoir la fierté de sentir que l'Amérique a confiance en elle-même et se tient prête, avec une réflexion calme et une détermination sans faille, à aider le reste du monde. » Donc il y a une idée que Wilson se projette comme celui qui va aider les belligérants à trouver une sortie. Il se rêve un arbitre. Alors, à la mi-août, il prend une position pour la neutralité qui est assez claire dans cette déclaration que vous voyez là. C'est une déclaration dans la pensée, dans l'action. C'est vraiment une sorte de stricte interprétation de ce que peut être la neutralité face aux belligérants. Le problème, bien sûr, c'est que comment traduire cette neutralité dans les faits, dans la politique de tous les jours, vis-à-vis des différents acteurs de l'affaire. Alors, si on prend un petit peu de distance, qu'est-ce qui motive Wilson dans sa politique? Pourquoi il imagine que la neutralité peut être une solution? D'abord, parce que c'est un homme progressiste, dans le sens du début du XXe siècle. Il est un réformateur et globalement, il croit que la guerre est une façon démodée de régler des conflits.
Et donc, il pense que quelque chose comme l'arbitrage, et ça c'est une longue histoire, l'arbitrage entre les différents belligérants pourrait trouver des solutions plus efficaces économiquement, politiquement et diplomatiquement qu'à la guerre. Je pense que c'est une des raisons qui se situe dans cette position un petit peu d'arbitre. Alors, Wilson est aussi avec un congrès qui est démocrate et qui représente toutes ces zones américaines, dans lesquelles il n'est pas sûr de la position du peuple américain et dans ses différentes composantes. Est-ce que des gens se sentent allemands ou américains? Est-ce qu'ils se sentent irlandais ou américains? Et quelles seraient leurs réactions en cas de guerre et de choix? Et donc, il marche vraiment à petits pas. Enfin, Wilson est héritier de cette tradition isolationniste de la politique étrangère américaine et il s'est dit, bon, mais quels sont nos intérêts cruciaux? Est-ce qu'ils se trouvent en Europe? Et pour l'instant, il n'en est pas convaincu. Alors, une des questions que l'on peut poser, est-ce que cette politique de neutralité a été bien reçue? Alors, on va dire qu'elle a été bien reçue dans cette forme par le gouvernement allemand, qui trouvait que c'était une bonne position. Les gouvernements britanniques et français étaient clairement déçus, parce qu'ils connaissaient très bien les intérêts américains, ils connaissaient aussi l'anglophilie de Wilson, et donc ils espéraient qu'il y aurait une position, je dirais, plus populaire. L'opinion publique américaine est globalement satisfaite de cette position. Elle ne voit pas encore pourquoi et quels intérêts les Américains auraient à aller en Europe. Et vous voyez donc, cette chanson populaire qui est une rengaine de l'époque, je n'ai pas élevé mon fils pour être un soldat. Et donc, les mères, les familles américaines ne veulent pas voir leur fils partir. Néanmoins, comme j'ai dit, il y a un problème de traduction politique. Il y a un principe neutralité, et il y a la réalité de tous les jours. Et cette réalité de tous les jours se pose notamment avec toute une série de questions que vous voyez là projetées sur il faut que je prenne de recul. Les questions, par exemple, les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins sont entre les mains des Britanniques, en fait, à cette époque. Et donc, la première chose que les Britanniques font, c'est de couper l'accès des Allemands aux câbles pour qu'ils ne puissent pas communiquer, etc. Donc, les Allemands ne peuvent plus communiquer aussi facilement. Donc, aux États-Unis, ils s'installent avec des radios et ils peuvent donc, avec les radios, communiquer de façon transatlantique. Et en fait, pour donner cet exemple, Wilson décide de confisquer les radios allemandes et ils leur permettent de communiquer, mais grâce ou à travers des officines américaines. C'est-à-dire que tous les messages qui passaient du gouvernement allemand à l'ambassade allemande à Washington passaient par les États-Unis. Et donc, on peut penser que ce n'était pas exactement le moyen le plus sûr pour les Allemands. Alors, la question de l'armement des navires aussi était très importante. On y reviendra en 2 minutes. La question de la liberté maritime, des droits des neutres sur les océans est aussi importante. Et une tradition américaine. Les Américains croient que les pays neutres doivent pouvoir faire du commerce avec tout le monde. Je vais aborder juste les 2 dernières questions, les prêts bancaires et les questions des ventes de différents produits. Alors, la question des prêts bancaires. L'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Vous le connaissez, cette expression. Quelles pouvaient être les possibilités politiques? Soit interdire aux banques américaines de prêter de l'argent à des entreprises européennes ou aux gouvernements européens, soit on l'admet avec des règles et des limites, etc. Ce débat dure presque 1 an au sein de l'administration de Wilson, et finalement Wilson tranche. Les banques américaines peuvent prêter
aux Européens. Et elles le font, elles l'avaient fait avant, elles l'avaient fait tout de suite, et elles allaient le faire pendant toute la guerre, et vous allez voir les résultats. Quand on regarde les chiffres, les Alliés bénéficient de prêts énormes, plus de 2 milliards de dollars, alors que l'Allemagne a le droit à des fonds de tiroir, globalement, avec seulement 27 millions. Donc, on voit clairement que la neutralité de fait n'existe pas dans les échanges de capitaux, parce que c'est ces capitaux-là qui font marcher l'effort de guerre français et anglais. Il y a aussi la question, bien sûr, des ventes d'armes, des ventes d'uniformes, des ventes de blé, des ventes de maïs, des ventes de viande, etc. etc. Quelle serait la politique américaine dans ce domaine? Et comme on peut imaginer, en fait, les prêts bancaires qui sont consentis à l'Europe vont servir en fait à acheter des produits américains. Et il était très difficile pour Wilson de dire que des entreprises privées ne pouvaient pas vendre différentes choses. Par conséquent, et là on voit les chiffres qui vont dans le même sens, et avec une croissance dans le temps entre les exportations vers les Alliés qui augmentent de façon très importante et la diminution des exportations vers les puissances centrales qui diminue dans le temps. Et donc, il est clair que la neutralité n'était pas une neutralité totale en termes d'échange aussi bien de capitaux que de marchandises. Globalement, on peut le comprendre parce que ce n'est pas que la volonté américaine qui joue et des entreprises, c'est que le blocus britannique de l'Allemagne a été beaucoup plus efficace que le blocus allemand de la Grande-Bretagne et de la France. On peut le voir, je pense ici. Les Anglais et les Français ont déclaré une zone de blocus pour empêcher l'Allemagne d'être ravitaillée. Donc, ce que j'ai mis en rouge, enfin encerclé en rouge, sont des zones qui empêchent l'Allemagne d'être ravitaillée par voie océanique, qui est quand même la plus importante, aussi bien dans l'Atlantique du Nord et dans la Méditerranée par la voie de l'Adriatique. Par conséquent, l'Allemagne et les puissances centrales ont énormément de difficultés à importer des choses et donc ils doivent dépendre de leurs propres productions agricoles et militaires et ça avait quelques limites. Il y a bien sûr aussi le blocus que l'Allemagne essaye d'imposer sur le Royaume-Uni et sur les côtes françaises. C'est ce qu'on appelle la zone de guerre ou la zone d'exclusion. Théoriquement, tout navire qui se trouve dans ces zones est sujet à être coulé par la marine allemande. Alors, donc on peut dire que l'efficacité du blocus britannique était plus grand que celle des Allemands. Il y a aussi le fait des traditions. Les États-Unis avaient la tradition d'alimenter la Grande-Bretagne en matières premières, etc. Et donc c'était des traditions commerciales qui se sont développées et qui ont été poursuivies pendant la guerre. Alors, le blocus ou la zone de guerre allemande a eu des conséquences sur l'opinion publique américaine. Et il y a des dizaines d'incidents, mais le plus spectaculaire, c'est le torpillage du paquebot Lusitania le 7 mai 1915. Il y a donc, vous voyez, à peu près 1200 morts, dont 126 Américains qui étaient sur le bateau. Et donc, c'était un paquebot extraordinaire qui est coulé par les Allemands sans sommation. Le bateau a coulé dans quelques minutes. Et on voit, là, c'était un artiste qui a fait un tableau qui montre la rapidité du bateau qui coule.
Et là, nous avons un dessin qui montre Oncle Sam qui passe comme une furie parce qu'il a cassé la porte du bureau du Kaiser pour lui présenter la note et la note de protestation de Wilson contre ce fait des guerres. Alors ici, on se trouve au cœur du problème de Wilson parce que son secrétaire d'État, Bryant, a démissionné à la suite de cet incident parce qu'évidemment, l'opinion publique était chauffée, mais il y avait une partie, je dirais, de co-responsabilité parce que dans le Lusitania, il y avait des armes. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et c'était une habitude britannique de mettre quelques caisses de munitions dans les cales, même des paquebots, en espérant que ça allait passer. Cette fois-ci, ce n'est pas passé. Et ils ont utilisé cet épisode pour mener leur guerre de communication. Et globalement, ça a desservi les Allemands. De telle sorte que les Allemands ont retardé. Ils ont mis une sorte de parenthèse dans leur guerre à outrance de la fin de 1915 jusqu'au début de 1917. Donc, à peu près pendant un peu plus d'un an, ils ont visé uniquement les bateaux britanniques dans la zone de guerre, bateaux britanniques ou français, mais ils ont laissé les neutres plus libres. Le problème, c'est que ce n'était pas le chemin du succès pour les Allemands dans la guerre, parce qu'il y a trop de matériel militaire et de ravitaillement qui arrivait en Angleterre et en France. Donc, début 1917, il y a un changement important dans la stratégie allemande. Le chef d'état-major de la marine allemande est convaincu que si ils font la guerre à outrance dans l'Atlantique, ils peuvent couler assez de navires de toutes sortes pour obliger les Britanniques à négocier. Et même peut-être à se rendre, en tout cas à arrêter. C'est un pari. Et ils savent que les États-Unis, s'il y a ce type de guerre, ont toutes les chances de rentrer en guerre du côté des Alliés. Mais le pari stratégique, c'est qu'ils peuvent couler assez de tonnage avant que l'effort de guerre américain soit efficace sur le front de France. Donc, c'est une lutte contre la montre de cette guerre à outrance. Ici, on voit un peu les conséquences parce que ce que vous voyez là, c'est le nombre de milliers de tonnes qui ont été coulées par les Allemands entre août 14 et octobre 1918. Et évidemment, là, nous sommes dans un pic où le nombre de tonnes coulées est énorme. Le problème, c'est que les Allemands avaient leurs chiffres. Il fallait 600 000 tonnes par mois pour arrêter les Britanniques. Et on le voit, ils ont atteint ça 2 mois seulement. Et le reste du temps, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, une fois que les Américains sont rentrés en guerre, je reviendrai tout à l'heure, on a réorganisé le transport maritime à travers l'Atlantique avec l'utilisation de convois beaucoup plus efficaces, avec donc on poursuivait les sous-marins, etc. Et on a pu organiser des convois qui parvenaient dans les îles britanniques et en France. Alors, je retrouve mon... Voilà. Alors, quand les Allemands annoncent qu'ils reprennent la guerre à outrance sous-marine, Wilson est toujours dans l'espoir qu'il va pouvoir tenir et qu'il ne sera pas obligé de déclarer la guerre. Et donc, il dit, nous croyons que les Allemands nous sont hostiles que s'ils nous l'obligent à le croire. Et on peut penser qu'ils les ont obligés à un moment donné. Ce qui nous amène, enfin, il y a un dernier épisode, ce qu'on appelle le télégramme Zimmermann, qui était un télégramme secret dans lequel le gouvernement allemand propose au gouvernement mexicain
si les Mexicains aident les Allemands, ils aideront les Mexicains à retrouver une partie du territoire qu'ils ont perdu dans la guerre mexicano-américaine de 1848. Donc vous voyez, globalement, c'est tout le Texas, plus le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Alors, ce message a été crypté, mais capturé par les services britanniques, qui l'ont bien sûr traduit, décrypté, et ils ont fait un plaisir à le passer aux Américains. Et ensuite, la presse américaine l'a pris, donc tous les titres. Et évidemment, c'était une sorte de... Imaginer que les Mexicains, sur lesquels on avait déjà des relations difficiles, puissent retrouver et récupérer une partie. Il y avait beaucoup d'Allemands dans le Texas. Si vous vous rappelez de la carte, il y avait des colonies très importantes d'Allemands dans le Texas et leur opinion par rapport, évidemment, ils n'étaient pas prêts à se retrouver mexicains au XXe siècle. Ce qui a amené finalement le président Wilson à aller devant le Congrès des États-Unis le 2 avril 1917 pour demander à chaque chambre du Congrès, à la Chambre des représentants et au Sénat, de voter une déclaration de guerre contre l'Allemagne. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre contre l'Autriche-Hongrie avant la fin de l'année 1917. Et donc là, on voit le président qui fait cette demande. Et il est suivi par une très grande majorité des membres de la Chambre, dans les deux chambres, avec évidemment les journaux qui le montrent. Ce qui nous amène maintenant à la guerre, et à la guerre qui va être menée sur une période relativement courte, parce que ça ne va pour les États-Unis que d'avril 1917 à novembre 1918. Alors, cette guerre, vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas, rassurez-vous, je ne vais pas raconter tout et je ne vais pas développer tout ce que l'on pourrait dire sur les États-Unis en guerre. Je vais aborder vraiment deux questions. La première, de façon très allusive, la mobilisation économique. La mobilisation économique, évidemment, était un des aspects les plus importants. Cette mobilisation, en fait, n'est que la poursuite de ce qui existait déjà. On a vu les chiffres des exportations vers les Alliés qui étaient très importants. Et le but était d'augmenter encore plus ces exportations de denrées agricoles, d'armes, de munitions, de toutes sortes de choses vers nos alliés français et anglais. Donc, globalement, il y a toute une série de programmes qui sont mis en place pour organiser, planifier, etc. C'est plus ou moins efficace. Mais à la fin de la guerre, en 1918, à peu près un quart de la production américaine est consacrée à l'effort de guerre. Donc, c'est quand même pas, c'était un effort de mobilisation très rapide. Je pense que si on regardait les chiffres pour les économies britanniques et françaises, il y aurait un pourcentage plus élevé. Mais les États-Unis aussi avaient une très large population à nourrir et à vêtir, etc. Donc, on peut dire globalement que c'est un prolongement de ce qui existait déjà. La deuxième mobilisation, c'est la mobilisation des hommes. Donc là, nous voyons, mettez-vous avec le service de l'air, parce qu'il n'est pas encore de Air Force à l'époque, mais c'est juste ça. Et ensuite, il y a les finances, bien sûr, acheter des bombes pour battre les Allemands, avec des termes toujours très dérogatifs. Et ensuite, le recrutement. Avec cette affiche célébrissime et qui pose le problème. Les États-Unis avaient une armée minuscule en 1917 et le problème était de mobiliser rapidement et efficacement. Donc la première chose à faire, c'était le vote en mai 1917, donc un mois après le début de la guerre pour les États-Unis, la première loi de conscription
que les États-Unis aient connue. On n'a jamais eu de loi de conscription auparavant. Et dans cette période, donc de mai 1917 à novembre ou la fin 1918, il y a eu à peu près entre 4,5 millions et 5 millions de conscrits qui ont été mis sous les drapeaux. Alors, qui étaient-ils? Globalement, des hommes jeunes, blancs, peu éduqués et ruraux. C'est-à-dire bon, bien sûr, il y avait des gens des villes, mais ce n'était pas que ça. Mais c'est une population relativement peu éduquée, parce qu'on estime qu'il y avait peut-être 30% qui étaient illettrés. Et donc, on imagine que ces gens, ils n'ont jamais quitté leur comté de l'Alabama ou de je ne sais pas où, et que tout d'un coup, on va les regrouper dans des grands centres de conscription et ensuite on va les envoyer en Europe. Donc ça a été une vraie rupture culturelle pour cette génération d'hommes américains. Il y a eu également 400 000 Afro-Américains qui ont été dans les forces armées, soit des volontaires, soit la conscription. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la conscription concernait moins les Noirs parce qu'il y avait encore une forte discrimination, y compris donc dans la conscription. Alors que, par exemple, dans les guerres de Vietnam, la conscription frappait, je dirais, de façon prédominante les classes pauvres blancs et les classes blanches et noires. Là, ce n'était pas le cas, c'était plutôt des blancs qui étaient mis à contribution. 40 000 Afro-Américains sont battus en France. La plupart des Afro-Américains qui sont venus en France ont servi plutôt comme dockers, dans la logistique, etc. Et il n'y a eu que 40 000 qui se sont battus, et non pas au sein de l'armée américaine, mais globalement au sein des unités françaises, ou enfin incorporés avec des soldats, enfin des unités françaises. Alors, il y a aussi plusieurs dizaines de milliers de femmes qui n'ont pas été conscrites, mais qui se sont portées volontaires pour toute une série. On n'est pas dans les forces armées strictes, mais pour être infirmières, ambulancières, téléphonistes, télégraphistes, secrétaires, etc., etc. Donc il y a eu un grand effort de la part des femmes américaines dans les limites de ce que l'armée et le gouvernement leur proposaient. Alors les Français, quand ils ont vu que les Américains allaient rentrer, ont envoyé un de leurs illustres généraux, le général Joffre, qui à ce moment-là était sans affectation parce qu'il n'était plus le commandant en chef des forces armées françaises, et on l'a envoyé aux États-Unis en avril et mai 1917 pour essayer de coordonner l'effort de guerre des Américains pour que ça soit le plus efficace, le plus rapidement possible. Alors globalement, la mission Joffre peut être vue comme un vrai succès, avec deux décisions capitales qui ont été prises pendant ces 2 mois. D'abord, les Américains exigeaient que leurs unités combattantes soient commandées par les Américains du haut en bas. Donc, il n'y a pas, les Anglais, les Français avaient imaginé qu'on allait glisser les Américains dans les unités alliées, ce qu'ils appellent l'amalgame des forces. Et là, c'est refusé. Et Joffre comprend que ce n'est pas on ne peut pas négocier. Et donc, il négocie comment ça va se faire. Et en fait, la plupart des unités américaines allaient se battre sous commandement américain, mais à côté des Français, dans les secteurs français, et en faisant dans certains endroits jonction avec le secteur anglais. Donc, en fait, ils vont être très proches des Français pendant cette période. La deuxième grande décision, et semble mineure, mais qui avait apparemment son importance, c'est que les Américains ont accepté de se battre avec les armes déjà utilisées par les Anglais et les Français. C'est-à-dire on va utiliser les carabines Enfield, on va utiliser des canons français, on va utiliser les chars Renault et les chars de je ne sais pas quelle marque britannique, parce que c'était déjà ce qui était dans les usines américaines.
Et donc, ils avaient déjà les unités de production, il suffisait d'augmenter, d'aller plus rapidement, et comme ça, on n'était pas obligé d'avoir des nouvelles usines avec des nouvelles armes et avec la lenteur que ça imposait. Là, les Allemands ne l'avaient pas vu arriver. Donc ici, nous le voyons, le maréchal Joffre, le général à cette époque, en train de passer en revue les cadets de West Point. Les cadets de West Point, c'est l'école des officiers américains. Et donc là, il est en train de les passer en revue. On les voit, c'est dans juste au nord de la ville de New York. Alors, efficacité, rapidité. Parce qu'il faut dire qu'en 1917, le moral n'est pas au beau fixe. On voit comment Joffre est présenté comme le père de l'armée américaine. C'est assez drôle. Ce n'est pas totalement réaliste, mais ça donne quand même une idée de sa stature. Les Américains, enfin, les Européens veulent que les Américains arrivent vite. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il y avait peu de soldats. Donc, les peu qu'on en a, on les envoie le plus vite possible. Et donc, dès la fin du mois de juin 1917, il y a un premier lot de troupes américaines qui viennent et débarquent dans les différents ports français. On commence plutôt à Boulogne. On va voir le commandant américain de la force expéditionnaire, le général Pershing, qui, là, dans ce tableau, on voit qu'il vient pour faire son affaire, là. Et très vite, donc on est à la fin du mois de juin, le 4 juillet, ils sont à Paris et ils font le pèlerinage sur la tombe du marquis de Lafayette, qui était le grand héros français de la Révolution américaine. Et c'est là où un de ses adjoints prononce un discours dont je vous ai mis quelques éléments ici et qui se termine par cette expression qui a été... Alors, là, la traduction qu'ils ont fournie, c'est « Lafayette, nous sommes là ». Il y a aussi « Lafayette, nous voilà ». L'idée étant que la France revienne sur les 100 ans, les 150 ans d'amitié franco-américaine liée à l'histoire commune de la Révolution américaine. Alors, l'arrivée de ces troupes, évidemment, pose d'énormes problèmes de logistique. Parce qu'il faut, on voit là, on a l'impression d'être dans le film. Hein. Je ne vois pas Charlot, mais bon. Alors, il faut construire des camps. Il faut changer et adapter les infrastructures portuaires de toute la façade ouest, et notamment de Bordeaux, Saint-Nazaire, Brest, etc., pour accueillir les bateaux qui arrivaient. Donc, il faut travailler, il faut construire des campements, il faut s'entraîner. Les premiers entraînements des soldats conscrits se font aux États-Unis pendant à peu près 90 jours, 3 mois, et ensuite, ils sont envoyés en France, où ils font une autre série de stages militaires, comme ici. Alors, vous remarquerez, c'est une carte postale, cette photo-là, qui est destinée au public et aux soldats français. Hein, pour soutenir le moral des troupes, en attendant que les Américaines viennent ajouter ce petit plus qu'il fallait. Là, on voit un général qui est en train, lui aussi, d'inspecter les troupes, mais que des officiers français ont aidé à former. Et là, ce fameux Samy, dont il a été question tout à l'heure, Uncle Sam, celui qu'on a vu dans la photo qui vous veut dans son armée, c'était un de leurs sobriquets. Ce flot de matériel militaire, de véhicules, de chars, de mitraillettes et de soldats ne cesse pas. On pense qu'au milieu de 1918, c'est à peu près 20 000 Américaines qui arrivent tous les jours. Tous les jours.
Et donc, vous imaginez l'infrastructure qu'il fallait pour les acheminer quelque part et assurer qu'ils étaient au bon endroit. Les Américains ont amené avec eux des conducteurs de locomotives. Ils ont amené avec eux des ingénieurs pour faire des lignes de chemin de fer courts qui liaient un certain nombre de ces infrastructures portuaires à des lignes plus larges pour acheminer les soldats vers le front. Alors, la situation, ici, nous sommes globalement dans le milieu de 1918. C'est une période bien sûr clé parce que c'est ce moment-là que les Allemands disaient, avec leur guerre sous-marine, qu'il fallait qu'ils gagnent. D'où alors, rappelons quelque chose, la Révolution russe. La Révolution russe en 1917, qui aboutit à une signature d'armistice entre entre l'Allemagne et la nouvelle Union soviétique, qui fait que des Allemands peuvent maintenant ramener leur régiment vers le front de l'Ouest pour mener leurs offensives. Donc ce que nous voyons là, c'est le dernier grand effort de guerre des Allemands au printemps et pendant l'été 1918. Ils espéraient arriver et à casser les lignes alliées avant que le poids de l'armée américaine se fasse sentir et soit décisif. D'où leur avancée dans le nord, l'offensive du Lys, de la Somme, de l'Aisne-et-Marne, etc. Alors, vous voyez, la ligne rouge, c'est l'avancée le plus importante en juillet 1918. Mais là où vous voyez ces étoiles, vous voyez des endroits où les troupes américaines sont en place avec des troupes françaises ou des troupes anglaises pour stopper l'avancée allemande à Cantigny le 28 mai, ensuite Château-Thierry plus au sud, fin mai, début juin, le bois de Belot en juin 1918, et ensuite, à l'automne, Saint-Mihiel en Lorraine, et ensuite tout le front argonnais en septembre, novembre 1918. Et dans chacun de ces endroits, il y a des alliés au sens propre du terme qui sont à l'œuvre avec les soldats américains. Alors, je vais montrer un graphique qui montre comment les Allemands ont perdu. Excusez-moi, j'ai oublié, j'ai anticipé. Quelques images de cette période printemps-été 1918. Donc, on voit des Ardennais contents de voir des Américains. On voit des... Bon, je dirais que le nombre d'images que l'on peut trouver sur Internet est énorme, donc j'ai fait juste des petites illustrations pour montrer les différents éléments de leur action. Donc, des canons français, des chars d'assaut français, des mitrailleuses, je ne sais pas où. La guerre des tranchées, les ruines et les blessés. Les Américains participent à des activités patriotiques quand ils ne sont pas sur le champ de bataille. Et là, nous voyons le 14 juillet au Mans. Donc, ces troupes, certainement, vont aller sur le front. Mais là, ils font plaisir à la population et aux autorités en défilant. Et voilà le graphique qui montre la courbe du nombre de soldats alliés et allemands sur le champ de bataille sur le front de l'Ouest. Et on voit qu'il y a une inversion de courbe qui font que les Allemands qui avaient l'avantage du nombre perdent cet avantage du nombre au milieu du mois de juin 1918, quand
les Américains sont en train d'amener, comme j'ai dit, 20 000 personnes par jour. Ça faisait que les trains arrivaient, débarquaient sur le front et amenaient des soldats américains. Et cette courbe monte. Alors que les Allemands, eux, désormais, n'ont plus de réserve. Et chaque homme qui tombe, chaque homme qui est blessé n'est plus remplacé. Et donc là, on voit leur déclin, alors que les troupes alliées tiennent bon. Alors, on a déjà évoqué un peu le bilan. Pour les Américains, je ne reviendrai pas sur les millions de morts européens. Donc là, à peu près 2 millions d'Américains sont arrivés en France entre avril, on va dire juin 1917 et 1918. Les morts au combat et les morts de maladie et d'accidents. Il ne faut pas oublier la grippe espagnole qui a été dévastatrice pour tout le monde, civil comme soldats. A été évoqué dans les discours tout à l'heure les cimetières américains et qui se trouvent dans les principaux lieux de combat américains, au bois de Belot, à Saint-Mihiel, etc. Il y a aussi à Suresnes, à côté de Paris, parce que, dans les Hauts-de-Seine, parce qu'à Suresnes, à côté, il y a l'hôpital américain, et cet hôpital américain, évidemment, a soigné beaucoup de soldats, dont certains n'ont pas survécu, et donc il y a aussi un cimetière américain. Donc, ce sont toujours des... Alors, bien sûr, la guerre terminée, il y a des choses qui se passent après, et une des choses qui était très importante, c'était la désignation des soldats inconnus. Les Britanniques ont les leurs, les Français et les Américains. Et ça s'est passé au départ à Châlons-sur-Marne, devenu Châlons-en-Champagne, et il y a eu des discours assez émouvants. Donc ici, c'est le maire de Châlons qui rappelle ce qu'a été ce moment et ce qu'ont apporté pour lui les Américains. Et la réplique du général américain qui accompagnait le corps, le général Allen, qui font que nous sommes toujours dans la construction ici d'une mémoire commune qui lie depuis longtemps les États-Unis et la France. Alors, pour conclure, il est difficile, bien sûr, dans le temps que j'avais de vraiment aborder toutes les questions. Mais d'abord, on le voit très bien que l'apport des Américains a été décisif à un moment clé de la guerre, parce que les belligérants étaient dans un état de faiblesse chacun. Et donc, les Américains ont apporté quelque chose de nouveau, du sang neuf et du nombre, etc., qui a fait pencher la balance. Les États-Unis, au niveau géopolitique, accèdent à leur statut encore en place. Les États-Unis vont de pays débiteurs à pays créanciers. Ce n'est plus le cas. Et ce que je n'ai pas du tout développé ici, c'était la question donc du front domestique, parce que on connaît un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en Europe, notamment en France, pendant la guerre. Les États-Unis, évidemment, n'étaient pas affectés de la même façon parce que la mobilisation était tardive et beaucoup plus légère, si on peut dire, qu'en France. Mais il y a eu des périodes très difficiles pour les Américains, qui ont amené des changements profonds. Notamment, par exemple, le pouvoir fédéral.
les États-Unis est une fédération. Cette fédération a été la partie centrale a été faible pendant le 19e siècle, et c'est le 20e siècle, avec les guerres mondiales, etc., qui ont transformé le gouvernement fédéral en quelque chose que nous connaissons aujourd'hui. Alors, aux États-Unis, comme vous le savez, il y a des critiques virulentes de cet État fédéral, mais bon, c'est l'histoire qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les États-Unis, pays de démocratie et de liberté, ont été très durs avec les dissidents après la déclaration de guerre. Il ne fallait pas être pacifiste, socialiste, communiste, n'en parlons pas, etc. Et donc c'était une période assez difficile. Objecteurs de conscience étaient traités comme des chiens, etc., etc. Période de prospérité économique, parce que les productions tournaient à plein régime et les prix étaient élevés. Donc les agriculteurs, les industriels étaient très contents. Paradoxalement, la question du sentiment isolationniste a été, je dirais, une parenthèse oubliée pendant la mobilisation, mais est revenue assez vite pendant les années 20 et 30, de telle sorte que le président Roosevelt, quand les guerres européennes menacent, a beaucoup de mal à faire passer l'opinion publique américaine vers une forme d'intervention ou de soutien des puissances amies, la France et l'Angleterre. Il a fallu, en fait, Pearl Harbor pour que les États-Unis se mettent dans la guerre. Pearl Harbor a été l'équivalent de la guerre à outrance sous-marine des Allemands. Enfin, dernière petite chose, la Première Guerre mondiale, avec la mobilisation massive des hommes et la croissance industrielle, a changé la géographie de la population noire américaine qui, avant 1914, est cantonnée dans le sud des États-Unis et à partir de 1914 commence à être amenée vers les grandes villes, New York, Cleveland, Détroit, etc., pour aller travailler dans les industries de guerre ou dans les autres activités où les jeunes hommes n'étaient plus. Et donc ça a fait un appel d'air. Mais en même temps, cet appel d'air a amené la naissance de troubles entre populations, parce que dans le Nord, on était peut-être pour la fin de l'esclavage, mais on n'était pas nécessairement très favorable à des Noirs, et donc ça posait des problèmes. Mais tout ça, c'est en gestation et qui allait être développé plus à l'avenir. Donc, je termine avec nos drapeaux et aussi cette scène dans un monument français où étaient enterrés des soldats de, je pense, l'État de Wisconsin ou de Missouri, et dont on voit les deux drapeaux. Malheureusement, le français est plus à l'ombre, mais c'est une image qui était déjà présente donc dans ces premières années de la guerre et après, et qui se poursuit aujourd'hui. Merci.